Messieurs les vice-présidents, mesdames, messieurs, citoyens, professionnels de la métropole de Lyon. Ce parcours du combattant dit les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés dans nos vies. Les difficultés de respect des droits des personnes en situation de vulnérabilité. Le récit collectif de ce parcours traduit la démarche de recherche citoyenne que nous avons menée, qui nous a conduit à produire ce livret sur l'autonomie de vie comme droit humain. Cette démarche a rassemblé des personnes très différentes. Parmi nous, il y a des personnes très précaires ou en situation de handicap, des universitaires, des personnes qui n'ont pas de logement, des aides à domicile, des retraités, des travailleurs sociaux, des personnes qui se disent vieilles, des bénévoles d'associations et des médecins, des personnes qui se disent psychotiques, des psychologues, des tuteurs, des pauvres, des personnes qui se disent handicapées mentales, des juristes et beaucoup d'autres choses. Bon, d'autres encore. Désolé. Nous nous sommes rassemblés en nous reconnaissant dans ce que nous avons de commun et de différent. Nous sommes toutes et tous vulnérables, mais pour certains d'entre nous, cette vulnérabilité produit des handicaps et des empêchements à exercer ses droits. Nous sommes toutes et tous capables, mais nos capacités et nos expertises sont plus ou moins reconnues dans la vie sociale. Nous sommes toutes et tous un soutien pour d'autres personnes. Pour certaines et certains, c'est notre profession. Nous sommes toutes et tous en recherche d'un meilleur respect des droits. Nous nous sommes rassemblés plusieurs fois. Certains d'entre nous ont été présents presque à chaque fois, d'autres de temps en temps. Certains d'entre nous se sont retrouvés pour écrire ce livret en langage direct et en nuances. Ce langage double est nécessaire pour mieux comprendre l'évidence de la complexité des droits humains. Ce livret parle des droits humains. Ces droits qui disent l'égale dignité de tous les êtres humains. Ces droits sont aujourd'hui formulés dans des déclarations ou des conventions internationales. Une convention, c'est un accord entre plusieurs personnes ou entre plusieurs pays. Il y a une convention qui rappelle les droits des personnes handicapées. Cette convention existe parce que les droits des personnes handicapées ne sont pas assez respectés. Nous pensons qu'elle est aussi utile pour défendre les droits de toutes les personnes vulnérables. Dans l'article 19 de cette convention, il est dit plusieurs choses. Il est dit que tout le monde a le droit de choisir comment vivre sa vie. Il est dit que toute personne a le droit de choisir où elle habite. Il est dit que toute personne a le droit de choisir avec qui elle habite. Ces choix sont des droits. On parle de droit à l'autonomie de vie. Certaines personnes disent que ce n'est pas possible d'être autonome. Dans ce livret, nous expliquons comment nous comprenons ce droit à l'autonomie de vie, les obstacles rencontrés et pourquoi il est important de le défendre. Dans la société, on parle de plus en plus souvent d'autonomie. C'est une avancée pour les personnes qui ont lutté pour être reconnues comme autonomes. Mais en même temps, c'est parfois une injonction, une obligation. Alors, on s'est d'abord demandé si c'était important de parler d'autonomie. Pour répondre, on a cherché à définir c'est quoi l'autonomie. Ce n'est pas facile de dire exactement ce que c'est. Parce que tous les êtres vivants sont un peu autonomes, mais jamais complètement. Nous, les humains, nous défendons des autres. Nous dépendons des autres. Nous dépendons de notre environnement. Nous dépendons des possibilités proposées par la société. Nous, les humains, nous ne sommes pas autonomes tout seuls. Mais nous sommes d'accord que l'autonomie, c'est important.
parce que c'est un accès à la liberté. C'est un accès aux responsabilités. C'est une reconnaissance politique. Certains d'entre nous rencontrent moins d'obstacles pour agir et décider. Les aides qu'ils reçoivent ne sont pas visibles. D'autres rencontrent plus d'obstacles. On peut avoir besoin d'aide pour faire quelque chose et être quand même autonome. L'autonomie doit être reconnue et accessible pour tout le monde, quelle que soit notre manière de vivre. C'est pour cela que nous disons, ne cédons pas sur l'autonomie de nos vies. Parler d'autonomie dans nos vies, ça oblige à réfléchir au quotidien et à notre vie entière. Dans le quotidien, nous exprimons des goûts, des préférences, ce qui compte pour nous. Par exemple, faire ses courses ou déménager ou avoir un animal de compagnie. Nous pouvons avoir besoin d'aide pour faire des choses, mais cela n'empêche pas de choisir. Par exemple, on peut avoir besoin d'aide pour s'habiller, mais tout de même choisir ses vêtements. Dans la vie, il y a beaucoup de choses qui arrivent, on ne peut pas tout contrôler. Mais c'est important de ne pas empêcher de faire des choix quand on veut en faire. D'avoir le droit de faire des choix. Par exemple, si on veut avoir des enfants, par exemple, si on veut travailler, par exemple, nos relations sexuelles, à la contraception, par exemple, on veut être enterré. Choisir et agir, c'est plus difficile pour certains d'entre nous. Par exemple, quand le handicap psychique empêche de faire sa toilette, quand le handicap physique empêche de faire sa toilette, cela oblige à faire sa toilette avec une autre personne. Parfois, cela ne se passe pas comme on le voudrait. C'est pour cela qu'il est important que chaque personne puisse décider au maximum les choses pour elle-même, même si elle a besoin d'aide pour les faire. Dire que l'autonomie de vie est un droit, cela oblige à garder en tête cet objectif que tout le monde peut être autonome. Il faut pour cela réfléchir à comment permettre à tout le monde de choisir sa vie au quotidien, quelle que soit la situation. Dans le quotidien, une décision très importante est celle de l'endroit où l'on vit. Avoir un chez-soi, c'est un endroit où on se sent en sécurité, où l'on peut se reposer. Avoir un chez-soi, c'est aussi choisir qui peut venir ou non dans son logement. Avoir un chez-soi, cela permet de développer ses goûts et ses préférences. Avoir un chez-soi, c'est aussi la possibilité de demander ses droits, par exemple, s'inscrire sur les listes électorales. Pour nous, avoir un chez-soi, cela peut être vivre seul ou avec d'autres personnes qu'on a choisies, ou un lieu de vie collectif qu'on a choisi. Dans la loi, il est dit que c'est un droit de choisir l'endroit où on habite, même si on est malade, même si on est sous tutelle ou curatelle. Dans l'article 19 de la Convention des droits des personnes handicapées, il est dit qu'il est nécessaire que les personnes puissent choisir où elles habitent, avec qui elles habitent. Pour nous, un chez-soi, cela peut être son appartement ou un lieu de vie collectif qu'on a choisi. L'autonomie de vie est souvent un idéal car il y a beaucoup de choses qui peuvent l'empêcher. Il y a au moins 3 grands empêchements. Les difficultés à avoir un logement, les difficultés avec l'entourage, les difficultés avec les établissements et les aides. C'est difficile parce que c'est cher et c'est beaucoup d'attentes. Parfois, il est difficile de garder son logement et on peut être expulsé. Parfois, on a un problème de santé, on ne peut plus vivre dans son logement. Une autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas toujours de solution et les personnes ont l'impression de ne pas avoir le choix. Par exemple, certaines personnes disent qu'elles n'ont pas eu le choix d'aller vivre dans un foyer. C'est aussi difficile
de gérer le logement au quotidien. Par exemple, s'occuper d'un dégât des eaux peut être très compliqué. Par exemple, demander à faire réparer quelque chose peut être très long. Ce n'est pas évident de décider avec qui l'on veut vivre. Parfois, on n'est pas bien avec l'autre, mais on n'ose pas s'en aller. Parfois, on a l'impression qu'on ne sera pas capable de vivre tout seul. Parfois, on a peur des voisins. Parfois, ce sont les professionnels qui voient des situations de maltraitance. Parfois, on s'habitue à des relations qui nous font du mal. Et puis encore, des difficultés pour les professionnels. C'est difficile pour les professionnels d'accompagner les personnes en respectant leur droit à l'autonomie de vie. Un exemple de difficulté, c'est quand une personne commence à perdre la mémoire. Comment est-ce que l'on fait pour l'aider sans décider à sa place? Un autre exemple de difficulté, c'est quand une personne n'exprime pas de besoin ou du désir. Comment prendre les décisions sans influencer la personne? Un autre exemple de difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait si une personne âgée ne veut pas aller en maison de retraite, mais que rester seule chez elle la met en danger? Accompagner en respectant le droit à l'autonomie de vie est très difficile pour les professionnels. Il y a eu des progrès pour donner plus de pouvoir aux personnes en situation de handicap depuis plusieurs années. Mais ces progrès ne sont pas encore suffisants. Dire que l'autonomie de vie est un droit humain peut permettre de changer les manières de considérer les personnes handicapées ou vulnérabilisées. Dans le livret, nous disons qu'il y a plusieurs moyens pour que l'autonomie de vie des personnes soit respectée. Prendre en compte les savoirs expérientiels, s'organiser ensemble et favoriser la coopération, et puis transformer les institutions et les lois. Pour changer les choses, il faut reconnaître le savoir des personnes handicapées, des malades, des pauvres. Quand on a un handicap, on a un savoir lié à cette expérience. Ces savoirs permettent de donner un point de vue sur les choses qui n'est pas le même que les personnes sans handicap. On appelle cela le savoir expérientiel. Ce savoir peut permettre d'aider les autres. Par exemple, c'est ce que font les pères aidants. Ce sont des personnes qui ont un handicap et qui travaillent avec les professionnels à l'accompagnement des personnes. Ce savoir peut aussi permettre de changer le regard des professionnels. Par exemple, c'est le travail des formateurs pairs. Pour changer les choses, il faut transformer les organisations qui s'occupent des personnes. Ce sont les personnes qui travaillent et qui vivent dans les organisations qui doivent les changer. Quand les professionnels sont ouverts, les organisations changent. Par exemple, une personne peut choisir d'être accompagnée par différents services ou changer de service ou d'établissement. Aujourd'hui, il y a de nouvelles politiques. Il faut faire attention à ce qu'elles donnent plus de pouvoir aux personnes. Un exemple de transformation des organisations est le dispositif Logement d'abord, qui a été inventé pour pouvoir proposer un lieu de vie choisi aux personnes sans domicile, plutôt que d'imposer une solution. Un autre exemple, c'est l'habitat inclusif. C'est aux personnes de décider avec qui elles veulent habiter. Il faut apprendre ensemble et autrement. La formation, cela aide aussi à se sentir légitime, à prendre la parole et à décider. Il faut aussi changer la gestion et le financement des services pour mieux prendre en compte la parole de leurs usagers. Les institutions, ce sont les lieux où se construisent et s'appliquent les droits, comme le gouvernement, les collectivités territoriales, les établissements, les associations d'aide, les hôpitaux. Pour que l'autonomie de vie soit respectée, il faut que les personnes puissent participer à la vie des institutions, s'en emparer. S'emparer des institutions, c'est aussi s'organiser en groupe pour demander des droits. Par exemple, demander qu'une personne ne soit plus enfermée dans une chambre d'isolement et attachée à son lit. Par exemple, donner son avis sur les travaux dans son logement. Par exemple, demander que l'allocation adulte handicapé soit toujours la même si on habite en couple, même si on habite en couple. Il faut faire une loi pour mieux prendre en compte dans le code civil le droit à l'autonomie de vie. Ce livret est pour nous un point de repère pour l'avenir. 3 perspectives nous semblent particulièrement importantes à poursuivre. Promouvoir les droits humains dans toutes les politiques publiques, rendre accessibles les institutions et promouvoir la recherche comme point d'appui à l'expression et au dialogue. Et pour conclure,
et en vous remerciant de votre écoute, nous vous adressons les questions qui nous tiennent à cœur pour cette rencontre. Qu'est-ce que ce droit à l'autonomie? Est-ce que ce droit vous parle? En quoi il vous apporte quelque chose dans vos pratiques professionnelles et citoyennes? Est-ce qu'il vous permet de mieux identifier des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Et enfin, en quoi ce livret vous semble-t-il utile? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Ils sont à votre disposition. Merci.